Alors, vous voulez investir en immobilier, mais vous n'avez pas un rond, ou vous pensez ne pas en avoir assez, ou vous pensez que ça prend des millions pour investir, ou encore, vous ne voulez pas avoir à gérer des locataires désagréables. Je te raconte comment j'ai pu me lancer en immobilier et diversifier mes avoirs. J'ai rien d'un érudit, puis je t'explique mon plan pour le futur en immobilier, même si mon focus principal reste sur le marché boursier. What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Alors comme je disais, je vous explique mon plan, comment je me suis diversifié en immobilier, puis je vous explique la force d'un investissement en immobilier. Ce qu'il faut savoir en immobilier, c'est que l'effet de levier qui est très fort en fait. Vous pouvez mettre un montant de mise de fonds minimum de 5 à 20% pour en avoir pratiquement des millions en dette. Pour certains, ça fait peur la dette parce qu'avoir des milliers de dollars en dette peut créer un gros stress quand on pense que c'est une mauvaise dette. Mais quand on devient avec la mentalité que c'est une bonne dette, en fait, on devient de moins en moins stressé avec cette dette-là. Parce que cette dette-là est payée par nos locataires. Donc, c'est une dette qui sert à créer d'autres capitales pour pouvoir réinvestir puis réemprunter. Donc, c'est comme une roue qui tourne. Donc, même si vous arrivez kiff-kiff avec votre immeuble, eh bien, vous gagnez à travers le temps du capital puis de l'équité. Si votre immeuble prend de la valeur, eh bien, vous gagnez ça également. Donc, comment j'en suis venu à investir en immobilier? En fait, au jour de l'an, j'en avais parlé à mon père que ça m'intéressait d'investir en immobilier. Puis, j'en ai fait mon but, comme je vous ai montré aux dernières vidéos. C'était un de mes objectifs, donc je l'avais inscrit sur mon tableau. Puis, quelques temps après, fin janvier, début février, GameStop explose. Alors que j'en avais seulement mis pour 2000 $. GameStop m'a pratiquement fait 50 fois ma mise. Donc, j'ai décidé d'en retirer environ 10% pour en sécuriser un certain montant qui équivalait à 25 000 $. Donc, puisque c'était dans un compte comptant, je vais avoir à en payer 50% de mon taux d'imposition, qui va équivaloir à environ 7 000 $ de ce 25 000 $-là. Donc, je savais que GameStop allait pas tenir à 300 $, puis qu'elle allait redescendre un jour ou l'autre, parce que c'était dans la grosse volatilité. Puis, quelques jours plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, maximum, je vois un bel immeuble sur Facebook dans ma ville qui est splendide. Donc, je me dis, c'est une opportunité trop belle pour être vraie, avec mon but d'acheter de l'immobilier, puis GameStop qui a explosé en même temps. Donc, super excité, je décide de texter mon père s'il est toujours prêt à investir en immobilier. Il me dit que oui, mais que je dois faire mes calculs pour être sûr que ça peut arriver avec ces chiffres-là. Donc, je regarde les taux hypothécaires du moment, puis avec mes calculs, je vois que ça peut arriver. J'ai finalement eu 1,49% avec la Banque nationale, qui est quand même un très bon taux. Après, je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations sur le vendeur. Puis, dans ses amis Facebook, je vois que ma soeur est amie avec. Donc, j'écris à ma soeur, puis ma soeur me demande si c'est moi qui ai fait un offre sur l'immeuble. Fait que là, je réponds non, j'ai pas encore fait d'offre. Puis là, elle me dit qu'elle voulait better dessus avec un de ses amis. Donc, je me dis, c'est quoi les chances? Puis ma soeur qui a jamais investi en immobilier, donc je me dis que c'est une opportunité pour embarquer tout ensemble. Donc, on décide d'embarquer avec ma soeur, mon père, dans le projet. Puis, avec le financement, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, mon père se rétracte. Une chose, quand vous voulez embarquer en immobilier, allez-y avec du monde de confiance. De là, la famille, c'est de confiance, mais l'immobilier avec d'autres mondes, ça vous facilite d'aller emprunter en fait. La banque aime toujours plus prêter à 2 emprunteurs qu'à juste un pour un immeuble, parce que s'il y en a un qui fait faillite, ben elle peut aller chercher l'autre personne pour se faire payer. Donc c'est plus facile pour avoir du financement pour son immeuble si vous êtes 2. Ici le plex, c'est un quadruplex,
puis on a mis 10% en tant que propriétaire occupant. Propriétaire occupant, c'est un beau moyen de mettre un 10% au lieu d'un 20% sur un quadruplex. Donc ça fait une belle différence. Ici, notre quadruplex nous a coûté 55 000 de mise de fonds au lieu de 110 000. Donc c'est une bonne différence. Puis pour commencer, c'est très bon. Puis un duplex, comme je vous l'ai montré, c'est 5%. Donc ça vous permet de partir quand même assez bien si vous avez des moyens plus restreints. Donc si vous avez un duplex à 250 000, bien 5%, ça fait seulement 12 500 $. Donc c'est quand même très faisable de mettre 12 500 $ dans votre immeuble si tout arrive. Puis vos calculs vous permettent d'être rentable. Puis après, si vous avez votre duplex, puis votre locataire d'en haut, d'en bas, vu que c'est un duplex, vous payez un loyer. Ça vous aide à payer votre hypothèque, puis vous gagnez du capital sur votre duplex. Une fois que vous allez gagner du capital sur votre duplex, un an après votre acquisition, vous allez pouvoir refinancer. Puis refinancer, c'est utiliser l'équité sur votre immeuble. Juste pour vous démontrer la force de l'effet de levier, ici on a une histoire de Nicolas Lapointe qui a acheté un immeuble de 25 logements pour un coût de 2 millions de dollars. Puis la mise de fonds était de 400 000 $. Comment il a fait? Il a renégocié l'hypothèque contractée sur un immeuble de 9 logements situé à Ville-et-Mort, acheté pour 535 000 en 2010. Donc c'est 5 ans plus tard qu'il a pu faire ce move-là de refinancer son immeuble. Donc comme il dit, j'ai fait au moins une fois par année depuis que j'ai commencé à investir en immobilier en 2004. C'est la seule manière de faire accroître rapidement son parc immobilier. Donc comme je vous disais, l'équité, ça représente la différence entre 80% environ de la valeur marchande du premier immeuble et le solde hypothécaire. Le taux peut varier entre 75 et 85%, tout dépendant des institutions bancaires. Donc comme on peut voir ici sur le site de la Banque nationale, en fait, il nous explique que l'équité, c'est la valeur nette de votre maison, la valeur actuelle, moins l'hypothèque qui vous reste à payer. Puis vous pouvez emprunter l'équivalent de 80% de cette valeur-là en refinançant votre hypothèque. Puis maintenant, si on revient à mon immeuble, j'ai pu sortir 15 000 $ également de mes REER en faisant un RAP, le régime d'accession à la propriété, que j'ai déjà fait une vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Donc j'ai sorti environ 15 000 $ de mes REER en plus du 25 000 que j'avais fait sur GameStop. Là, tu nous dis ça comme si c'était un conte de fées, là, ton histoire d'acheter des immeubles là, avec des locataires. Pas aussi simple que ça, là. Non, petit Cosmo, c'est pas aussi simple que ça. En fait, il peut y avoir plusieurs imprévus. Ce qu'on a fait pour diminuer nos imprévus, en fait, c'est qu'on a acheté un immeuble datant de 2016, qui est relativement neuf, pour éviter justement à avoir à faire des réparations qui nous coûteraient beaucoup d'argent. Donc, on a payé un premium au départ en payant plus cher pour un immeuble quand même récent pour éviter d'avoir des imprévus puis à mettre beaucoup de main-d'œuvre puis de matériaux dessus. Donc, depuis mars, ça fait environ 4 mois, on a eu environ 2 appels pour la balayeuse centrale qui a bugué puis un évier qui s'écoulait mal. Donc, je considère que c'est quand même pas si mal. Donc en vrai, les gros risques de l'immobilier, c'est l'inoccupation d'un immeuble locatif qui représente le plus gros risque. Puis les rénovations pour le maintien de l'immeuble qui peuvent coûter très cher au final. Mais souvent, on peut refinancer pour aller chercher de l'argent. Mais pour notre part, c'est un immeuble de 2016, donc on ne devrait pas avoir à mettre beaucoup d'argent dessus avant un bon bout de temps. Un autre aspect qui n'est pas vraiment un imprévu, mais qu'il faut considérer, c'est les taxes. Vous allez avoir votre mise de fonds à mettre, mais il faut considérer les taxes parce que nous, on s'est fait surprendre un peu avec le 7500 de taxes de bienvenue, puis avec un autre 7000 $ de taxes municipales qu'il fallait payer, puis un autre 2-3 000 $ de taxes scolaires cette fois-ci. Puis, si vous ne payez pas ces taxes-là, ben, il y a de l'intérêt qui s'accumule sur vos paiements. Donc, il faut quand même les honorer assez rapidement. Donc, dans vos calculs, vous pouvez considérer l'hypothèque, l'assurance, les taxes municipales, les taxes de bienvenue, les taxes scolaires, les dépenses pour la pelouse, le déneigement, les ordures,
Faut que vous considérez si vous prenez la SCHL, si vous payez juste 5% de mise de fonds, c'est sûr que vous allez avoir à payer pour la SCHL. Si vous payez l'électricité pour la passer dans vos dépenses, puis si vous payez un concierge également, il faut que vous le considérez. Donc c'est essentiellement ça les grosses dépenses à considérer quand vous regardez puis vous faites vos calculs, voir si tout va arriver avec les paiements des locataires. Puis après tout ça, il y a tout l'aspect de maximiser les revenus. Mais nous, essentiellement, c'est seulement gagner du capital sur l'immeuble pour l'instant, puis pouvoir refinancer pour aller acheter d'autres immeubles année après année. Donc mon plan, comme j'en ai parlé un peu avec la conseillère de la Banque nationale qui nous fournit le prêt, c'est que dans un an après avoir contacté le prêt, on peut aller les revoir pour refinancer notre immeuble, ou on peut aller voir une autre banque si c'est plus avantageux. Mais pour aller chercher l'équité sur la maison, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la valeur nette moins le restant de l'hypothèque qui vous dit combien vous pouvez aller chercher en équité. Puis cette équité-là, vous pouvez aller chercher environ 80% de cette équité-là. Donc nous, ça va correspondre environ à 50 000 $. Donc idéalement, c'est d'aller chercher quelqu'un qui serait intéressé à être propriétaire occupant pour pouvoir aller chercher un autre 4 logements, puis refaire la même méthode. Maintenant, le long shot, c'est d'avoir X nombre de portes pour avoir un bon passive income, puis avoir un bon cash flow. Supposons que vous avez 50 portes, puis qu'il vous rapporte 800 $ par mois, puis que vous réussissez à amasser assez de capital pour réduire vos montants d'hypothèque par mois. C'est juste pour faire un calcul rapide. Supposons après 20 ans, vous avez 50 portes, puis vous réussissez à réduire vos paiements d'hypothèque de 50%, eh bien vous pourriez aller chercher un revenu mensuel d'environ 20 000 $, sans compter toutes les autres dépenses, mais ça vous rapporterait 240 000 par année hypothétiquement. Puis plus vous avez un gros portfolio, plus ça devient facile d'aller en acheter des plus gros, puis aller générer un plus gros cash flow avec de plus en plus de revenus locatifs. Donc c'est ça le plan. Quand vous allez vouloir vraiment en profiter, vous pouvez toujours refinancer puis extensionner vos prêts pour une dette qui se paye avec les revenus locatifs. C'est pas un mauvais prêt. Donc ça vous permet d'en profiter avant que l'immeuble soit totalement payé. Donc pour ma part, c'est mon plan à long terme. Donc un gros merci d'avoir été là encore une fois. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gap Fintech. Merci tout le monde. Ciao!